Charles Darwin, L'origine des espèces, épisode 22. Le chapitre 6, partie 2. De l'origine et des transitions des êtres organisés ayant une conformation et des habitudes particulières. Les adversaires des idées que j'avance ont souvent demandé comment il se fait, par exemple, qu'un animal carnivore terrestre ait pu se transformer en un animal ayant des habitudes aquatiques. Car comment cet animal aurait-il pu subsister pendant l'état de transition ? Il serait facile de démontrer qu'il existe aujourd'hui des animaux carnivores qui présentent tous les degrés intermédiaires entre des mœurs rigoureusement terrestres et des mœurs rigoureusement aquatiques. Or, chacun d'eux étant soumis à la lutte pour l'existence, il faut nécessairement qu'il soit bien adapté à la place qu'il occupe dans la nature. Ainsi, le Mustelavison de l'Amérique du Nord a les pieds palmés et ressemble à la loutre par sa fourrure, par ses pattes courtes et par la forme de sa queue. Pendant l'été, cet animal se nourrit de poissons et plonge pour s'en emparer. Mais, pendant le long hiver des régions septentrionales, il quitte les eaux congelées et, comme les autres putois, se nourrit de souris et d'animaux terrestres. Il aurait été beaucoup plus difficile de répondre si l'on avait choisi un autre cas et si l'on avait demandé, par exemple, comment il se fait qu'un quadrupède insectivore ait pu se transformer en une chauve-souris volante. Je crois cependant que de semblables objections n'ont pas un grand poids. Autre exemple. Organe très parfait et très complexe. Il semble absurde et possible, je le reconnais, de supposer que la sélection naturelle ait pu former l'œil avec toutes les inimitables dispositions qui permettent d'ajuster le foyer à diverses distances, d'admettre une quantité variable de lumière et de corriger les aberrations sphériques et chromatiques. La raison nous dit que si, comme cela est certainement le cas, on peut démontrer qu'il existe de nombreuses gradations entre un œil simple et imparfait et un œil complexe et parfait, chacune de ces gradations étant avantageuse à l'être qui la possède, que si, en outre, l'œil varie quelquefois et que ces variations sont transmissibles par hérédité, ce qui est également le cas, que si, enfin, ces variations sont utiles à un animal dans les conditions changeantes de son existence, la difficulté d'admettre qu'un œil complexe et parfait a pu être produit par la sélection naturelle, bien qu'insurmontable pour notre imagination, n'attaque en rien notre théorie. Nous n'avons pas plus à nous occuper de savoir comment un air a pu devenir sensible à l'action de la lumière que nous n'avons à nous occuper de la recherche d'origine de la vie elle-même. Mais je ferai remarquer que plusieurs faits me font penser que n'importe quel nerf sensible peut être rendu sensible à la lumière, et de même à ces vibrations plus grossières de l'air que produisent le son. C'est exclusivement de la ligne directe de son ascendant que nous devons rechercher les gradations qui ont amené les perfectionnements d'un organe chez une espèce quelconque. Mais cela n'est presque jamais possible, et nous sommes forcés de nous adresser aux autres espèces et aux autres genres du même groupe, c'est-à-dire aux descendants collatéraux de la même souche, afin de voir quelles sont les gradations possibles, dans les cas où, par hasard, quelques-unes de ces gradations se seraient transmises avec peu de modifications. Chez les vertébrés vivants, nous ne trouvons que peu de gradations dans la structure de l'œil, et les espèces fossiles ne nous renseignent pas du tout. Il faudrait probablement descendre sous la couche fossilifère, la plus basse que l'on connaît, pour découvrir les premières étapes du perfectionnement de l'œil. Chez les articulés, nous trouvons comme point de départ un nerf optique simplement recouvert d'un pigment, sans aucun autre mécanisme. À partir de là, on peut montrer qu'il existe de nombreuses gradations de structure, divergeant selon deux lignes différentes, jusqu'à un degré modérément élevé de perfection. Chez certains crustacés, par exemple, il y a une double cornée, l'intérieur étant divisé en facettes dans lesquelles se trouve une protubérance en forme de lentille. Chez d'autres articulés, les cônes transparents recouverts de pigments et qui n'ont d'action qu'en éliminant les pinceaux latéraux de lumière sont convexes dans leur extrémité supérieure et doivent agir par convergence. Leur extrémité inférieure semble être formée d'une substance vitreuse imparfaite. Si l'on réfléchit à tous ces faits, trop peu détaillés ici, relatifs à l'immense variété de conformations qu'on remarque dans les yeux des crustacés, si l'on se rappelle combien les formes actuelles vivantes sont peu nombreuses en comparaison de celles qui sont éteintes, il n'est plus aussi difficile d'admettre que la sélection naturelle ait pu transformer un appareil simple consistant en un nerf optique recouvert d'un pigment et surmonté d'une membrane transparente
en un instrument optique aussi parfait que celui possédé par quelque membre que ce soit de la classe des articulés. Quiconque admet ce point ne peut hésiter à faire un pas de plus. Et s'il trouve, après avoir lu ce volume, que la théorie de la descendance, avec les modifications qu'apporte la sélection naturelle, explique un grand nombre de faits autrement inexplicables, il doit admettre que la sélection naturelle a pu produire une conformation aussi parfaite que l'œil d'un aigle, bien que, dans ce cas, nous ne connaissions pas les divers états de transition. Il faut que la raison l'emporte sur l'imagination. Or, j'ai trop bien senti moi-même combien cela est difficile pour être étonné et que d'autres hésitent à étendre aussi loin le principe de la sélection naturelle. La comparaison entre l'œil et le télescope se présente naturellement à l'esprit. Nous savons que ce dernier instrument a été perfectionné par les efforts continus et prolongés des plus hautes intelligences humaines, et nous en concluons naturellement que l'œil a dû se former par un procédé analogue. Mais cette conclusion n'est-elle pas présomptueuse ? Avons-nous le droit de supposer que le Créateur met en jeu des forces intelligentes analogues à celles de l'homme ? Si nous voulons comparer l'œil à un instrument optique, nous devons imaginer une couche épaisse d'un tissu transparent, en contact avec un air sensible à la lumière. Nous devons supposer ensuite que les différentes parties de cette couche changent constamment et lentement de densité, de façon à se séparer en zones ayant une épaisseur et une densité différentes, inégalement distantes entre elles et changeant graduellement de forme et à la surface. Nous devons supposer, en outre, qu'une force est constamment à l'affût de toutes les légères modifications affectant les couches transparentes, pour conserver toutes celles qui, dans diverses circonstances, dans tous les sens et à tous les degrés, tendent à permettre la formation d'une image plus distincte. Nous devons supposer que chaque nouvel état de l'instrument se multiplie par millions, pour se conserver jusqu'à ce qu'il s'en produise un meilleur qui remplace et annule les précédents. Dans les corps vivants, la variation cause les modifications légères, la reproduction les multiplie presque à l'infini, et la sélection naturelle s'empare de chaque amélioration avec une sûreté infaillible. Admettons enfin que cette marche se continue pendant des millions d'années et s'applique pendant chacune à des millions d'individus. Ne pouvons-nous pas admettre alors qu'il ait pu se former ainsi un instrument optique vivant aussi supérieur à un appareil de verre que les œuvres du Créateur sont supérieures à celles de l'homme. Mode de transition. Un organe doté primitivement d'une certaine fonction peut trouver une fonction très différente. Exemple. Une difficulté bien plus sérieuse encore semble nous arrêter quand il s'agit de ces organes. Il se trouve en effet chez une douzaine d'espèces de poissons, dont plusieurs sont fort éloignés pour leur affinité. Quand un même organe se rencontre chez plusieurs individus d'une même classe, surtout chez les individus ayant des habitudes de vie très différentes, nous pouvons ordinairement attribuer cet organe à un ancêtre commun qui l'a transmis par hérédité à ses descendants. Nous pouvons en outre attribuer son absence chez quelques individus de la même classe à une disparition provenant du non-usage ou de l'action de la sélection naturelle, même si les organes ou électriques provenaient par hérédité de quelques ancêtres reculés. Même si les organes... Nous aurions pu nous attendre à ce que tous les poissons électriques fussent tout particulièrement alliés les uns aux autres. Mais tel n'est certainement pas le cas. La géologie, en outre, ne nous permet pas de penser que la plupart des poissons ont possédé autrefois des organes électriques que leurs descendants modifiés ont aujourd'hui perdus. Les organes lumineux, qui se rencontrent chez quelques insectes appartenant à des familles très différentes et qui sont situés dans diverses parties du corps, offre, dans notre état d'ignorance actuel, une difficulté absolue ou absolument égale à celle des organes électriques. On pourrait citer d'autres cas analogues, chez les plantes par exemple, la disposition curieuse au moyen de laquelle une masse de pollen portée sur un pédoncule avec une glande adhésive est évidemment la même chez les orchidées et chez les Asclépias, genre aussi éloigné que possible parmi les plantes à fleurs. Mais ici encore, les parties ne sont pas homologues. Dans tous les cas où des êtres très éloignés les uns des autres dans l'échelle de l'organisation sont pourvus d'organes particuliers et analogues, on remarque que, bien que l'aspect général et la fonction de ces organes puissent être les mêmes, on peut cependant toujours discerner entre eux quelques différences fondamentales. De même que deux hommes ont parfois, indépendamment l'un de l'autre, fait la même invention, de même aussi il semble que, dans le cas précité, la sélection naturelle, agissant pour le bien de chaque être et profitant de toutes les variations favorables, a produit des organes analogues.
tout au moins en ce qui concerne la fonction, chez des êtres organisés distincts qui ne doivent rien de l'analogie de conformation que l'on remarque chez eux à l'héritage d'un ancêtre commun. Bien que, dans beaucoup de cas, il soit très difficile de faire même la moindre conjecture sur les transitions successives qui ont amené les organes à leur état actuel, je suis cependant étonnée en songeant combien est minime la proportion entre la forme vivante, connue, et celles qui sont éteintes et inconnues. Qu'il soit si rare de rencontrer un organe dont on ne puisse indiquer quelques états de transition. C'est même ce qui démontre ce vieil axiome de l'histoire naturelle, natura non factis latum. La plupart des naturalistes expérimentés admettent la vérité de cet adage. On peut l'employer, ou pour employer les expressions de Mine Edwards, la nature est prodigue des variétés, mais avare d'innovation. Pourquoi, dans l'hypothèse de la création, y aurait-il tant de variétés et si peu de nouveautés réelles? Pourquoi tous les organes de tant d'êtres indépendants créés, suppose-t-on, séparément pour occuper une place séparés dans la nature, seraient-ils si ordinairement reliés les uns aux autres par une série de gradations? Pourquoi la nature n'aurait-elle pas passé soudainement d'une conformation à une autre? La théorie de la sélection naturelle nous fait comprendre clairement pourquoi il n'en est point ainsi. La sélection naturelle, en effet, n'agit qu'en profitant de légères variations successives. Elle ne peut donc jamais faire de sauts brusques et considérables. Elle ne peut avancer que par degrés insignifiants, lents et sûrs.